Mythologie chinoise. Comme un coup de thé, selon l'expression de Mallarmé, lancé dans le centre commercial, j'ai vu au cinéma, il y a 2 mois, un film intitulé Neza, l'enfant démon, appelé aussi Neza 2, qui a précédé de Neza, naissance démoniaque, du même réalisateur. Si j'insiste sur le hasard, c'est parce que cela fait 10 ans que je n'avais pas vu de film au cinéma. C'est la faute à Rousseau. En cultivant le retour à la vie sauvage, on n'a pas pu produire chez nous de belles pièces visuelles contemporaines. Mais ce jour-là, j'ai lancé un bon thé, un thé magnifique. Le film choisi au petit bonheur m'a étonné, saisi et émerveillé. Un coup de dé poétique qui nous transporte de Mallarmé au mythe de la Chine. Merci professeur Du Qinggang pour cette entrée envoûtante. Si le hasard guide parfois nos pas vers les salles obscures, c'est bien la nécessité qui nous réunit aujourd'hui. Redécouvrir Neza, ce personnage légendaire de la Chine ancienne, et le film Neza 2 qui a connu le plus gros succès commercial de l'histoire du cinéma chinois. Il figure désormais parmi les 5 films les plus rentables au monde. Alors qu'il entame sa diffusion internationale avec une sortie prévue en France le 23 avril, les spectateurs étrangers s'interrogent sur les éléments culturels orientaux qui leur sont méconnus. Professeur Du, vous enseignez la littérature française à l'université de Wuhan et maîtrisez également les symboles de Neza. Vous allez nous partager aujourd'hui une perspective plus accessible au public non sinophone sur cet immense univers de la mythologie chinoise. Depuis 2 mois, on a beaucoup dit et écrit sur Neza 2. Au profit de l'originalité tant cultivée par les Français, je ne m'attarde pas sur les effets spéciaux qui le distinguent, ni sur les performances techniques, ni sur ses figurations rayonnantes, non plus sur sa musique à la fois chinoise et occidentale, en même temps antique et contemporaine. Je relève quelques éléments que je commanderai à la française, ou plus exactement que j'envisagerai par rapport à la littérature hexagonale. Pour y parvenir, je pose d'abord le synopsis ramassé en partie sur Internet. En partie veut dire que j'ai supprimé et ajouté bien des choses pour développer le récit suivant. Après que Neza et Aoping ont été frappés ensemble par la foudre céleste, leurs corps physiques sont détruits pour éviter que leurs âmes ne se dissipent. Maître trahit et buse son nodus sacré de 7 couleurs pour régénérer leur corps. Le père de Aoping, Haoguang, roi dragon de la mer de l'Est, croyant son fils mort, attaque la ville, libérant les monstres emprisonnés dans son palais, dont les 3 autres rois dragons des 4 mers. Aoping défend le col de Chen Tang avec opiniâtreté, mais à bout de force, son nouveau corps est sur le point de se désintégrer et le précieux lotus utilisé pour reconstruire son corps physique est également épuisé. Haoguang conclut un accord de cessez-le-feu en vertu duquel Aoping et Neza partageront le corps de Neza durant 7 jours, ce qui leur donnera le temps
d'accomplir les 3 épreuves de l'immortel Wuliang pour accéder au chien et gagner une potion qui restaura le lotus sacré et créera un nouveau corps pour Aobi. Ensuite, les forces de Aoguang se retirent. Lors des épreuves, les candidats accomplissent des missions supervisées par les chasseurs de démons de la secte doïste céleste qui les exécutent normalement. Neuza prend un somnifère pour cacher sa nature démoniaque, permettant à Aopin de contrôler temporairement son corps. Tous deux remportent les 2 premières épreuves, respectivement contre un clan de marmottes et maîtres qui entraînent des démons pour les préparer aux épreuves du chien. Merci pour cette présentation passionnante du récit du film. Avant de continuer avec la suite de l'histoire, je voudrais prendre un instant pour expliquer un élément fascinant qui est au cœur de ce récit. Les concepts de démon et de sien, qui se traduit par immortel. En Chine, le démon ne représente pas le mal absolu, comme dans l'imaginaire occidental. Ces êtres issus du folklore chinois, par l'ascèse, la méditation ou le culte de leur sagesse intérieure accomplissent une véritable alchimie spirituelle. Leur nature ambivalente peut se muer en force bienfaisante, voire les élever au rang des siennes. Le bien et le mal ne sont pas des pôles antagonistes figés, c'est cette richesse et cette complexité qui donnent vie au personnage du film. Je laisse maintenant le professeur Tu continuer. Pendant ce temps, Aoguang charge Maître Shen Gongbao, un démon panthère élevé à la cour de la secte taoïste, de surveiller l'école de Chentang et les 3 autres rois dragons. Gongbao retrouve son jeune frère Sun Xiaobao qui lui raconte le siège et le pillage du village de la famille Shen par la secte. Xiaobao meurt dans le bras de Gongbao après avoir été mortellement blessé en tentant de protéger son père lors du second procès de Neuza. Alors que la secte se prépare pour la prochaine épreuve, l'école de Chentang est agrandie par les dragons. Furieux, Neuza termine la 3e épreuve sans l'aide de Aobing en combattant un monstre de pierre femelle sur la montagne du crâne et devient chien en remportant la potion. Au moment où Trei régénère les corps de Aobing, Neuza les abandonne pour rejoindre les forces de Wuliang et piéger les dragons dans le chaudron de la secte taoïste où ils seront transformés en élixir. Ces alchimies donnent des forces magiques puissantes. Elles permettent de mieux dominer le ciel et la terre. Les parents de Neuza arrivent au chaudron sains et saufs avec Aobing et Maître Trei afin d'expliquer la vérité, révélant que Wuliang a ordonné l'attaque du col de Chentang. Gongbao en déduit le rôle sournois de Wuliang dans le siège de la famille Shen. Mais les 3 rois dragons trahissent leur espèce et rejoignent Wuliang. Ils massacrent les habitants de la ville et font de Aoguang un casus belli pour détruire les dragons et assurer la domination de la secte taoïste. Gongbao défend la ville une dernière fois, ce qui lui permet d'organiser la survie des parents de Neuza. Les 2 parties s'affrontent
jusqu'à ce que Wuliang réussisse à jeter le groupe de Neza dans le chaudron. La mère de Neza se transforme en élixir dans les bras de son fils. Furieux, Neza absorbe le feu samadhi du chaudron, solidifiant son nouveau corps. Avec l'aide des dragons et des prisonniers, Neza et Obi brisent le chaudron et forcent les forces célestes de Wuliang à battre en retraite. Par la suite, Aoguang conduit les dragons restants à se cacher dans la mer, à l'exception de Obi. Il reste sur place pour aider à révéler la nature de Wuliang. Battu par Neza et Obing conjointement à l'aide du maître trahi, l'immortel Wuliang retourne au mont Kunlun. Merci pour ce récit si détaillé et captivant. Vos paroles m'ont fait revivre le film comme si je l'avais regardé une fois de plus. Le film a été projeté dans de nombreux pays. Il est probable que des spectateurs, après avoir vu le film, iront sur Internet pour en savoir plus sur Neza. Généralement, les personnages mythologiques sont représentés sous les traits d'adultes, mais Neza est un enfant. Qui est donc ce dieu enfant vénéré en Chine? En effet, Neza est un fameux immortel dans le mythe antique chinois en provenance de l'Inde au IIIe siècle. Un héros qui au tout début se disloque en os et se détruit en chair pour rendre le corps à ses parents. Une fois sinisé, le héros indien devient un fameux dieu qui dompte les démons, vénérés conjointement par le bouddhisme et le taoïsme. Fils du gouverneur Li Jing, le tout petit Neza avait ébranlé au service de la justice le balai sous la mer et a tué Obi, fils du roi dragon de la mer Est. Cette histoire est consacrée par l'investiture des dieux, roman publié au XVIe siècle qui raconte les exploits de l'empereur Wu combattant le despote abominable pour établir la dynastie des Zhou. Les justes conquêtes sont soutenues par de nombreux immortels, dont Neza. Dans la langue courante, ce personnage mythique est parfois synonyme de l'enfant terrible. Au 20e chapitre du Rêve dans le pavillon rouge, Bao Yu dit « Même c'est un Neza, je veux le voir et lui rendre visite. » Oui, dans la mémoire collective chinoise, Neza incarne l'esprit rebelle et la bravoure contre le destin. Le film, quant à lui, a su conserver cet élan révolutionnaire, mais avec quelques nouveautés. Dans le nouveau film, Neza représente le mal. Obi incarne le bien et ils partagent le même corps. On inverse le mythe traditionnel. C'est une révolution pour nos cinémas qui oppose le plus souvent les deux contraires, ou proportionne les doses bien mal chez un individu. En faveur de l'alliance toute nouvelle, on a tendrement humanisé les démons. Jiaozi, le réalisateur, a beaucoup insisté sur l'amitié entre Neza et Obi, accorde une importance majeure à l'amour. La mère dit à son enfant démoniaque « Chaque jour que je passe avec toi me donne de la plus grande joie. Que tu sois chien ou démon, je me moque. Je sais seulement que tu es mon fils. » Le père, autrefois si sévère, dans les premiers mythes, devient tendre et compatissant. Les parents aiment inconditionnellement leurs enfants démons pour l'exorciser. Il en est de même pour Shen Gongbao et son petit frère, pour Aoguang et son fils Obi. À la fin du film,
Le père dragon, en forme humaine, dit affectueusement à son fils: j'avais voulu faire ton bonheur par mes expériences, mais les miennes sont anciennes et ne sont pas toujours justes. Ton propre chemin à toi de le faire. Là-dessus, on pourrait dire que Neuchâtel est un hymne à la gloire de l'amour. Le philosophe Alain a bien raison d'observer: le plus bel amour ne va pas loin si on ne regarde courir, mais plutôt il faut le porter à bras comme un enfant chéri. Si l'amour familial avec toutes ces scènes émouvantes forme le cœur du film, il serait réducteur de s'y arrêter, car au-delà des émotions, le film mélange encore des résonances philosophiques qui questionnent bien plus que le simple lien entre les êtres. Au cinéma comme en littérature, la combinaison, le mélange, l'alliance plutôt, pourrait créer des merveilles. Le XVIIIe siècle français se distingue par le mariage de la littérature avec la philosophie, donne naissance aux grandes œuvres comme de l'esprit des lois et du contrat social. La tragédie et la comédie strictement divisées comme genre au XVIIe siècle se combinent et engendrent le drame qui énergie grandement l'horizon théâtral. Au début du XXe siècle, Lautréamont mélange tout dans ses chants de Maldoror. Il annonce et prépare le surréalisme qui révolutionne la poésie mondiale. Quand j'étais étudiant en français à l'Institut des langues étrangères du Sichuan, tout le monde autour de moi parlait de Sartre et de son l'existentialisme. Au moindre propos, on citait: l'enfer, ce sont les autres. Cette influence se fait sensible dans Neuchâtel et forge une bonne partie de ses charmes. En France, l'existentialisme se caractérise par ses traits: le sentiment aigu de l'absurdité du monde, l'accent mis sur le thème de l'angoisse et de la révolte, le choix libre et la liberté, les relations entre moi et les autres, être responsable de son choix, la conscience de se trouver en situation dans ce monde, le désir de participer aux événements et aux problèmes de son époque en prenant position. Sartre souligne: l'homme est l'avenir de l'homme. L'homme est ce qu'il se fait. Dans Neuchâtel, le réalisateur se penche sur le choix libre et la révolte. Ainsi, Neuchâtel déclare tout haut: mon destin m'appartient. Le ciel ne peut pas en décider. Démon ou chien, c'est moi qui ai le dernier mot. Pour la révolte, on peut citer: s'il n'y a pas de chemin, je vais en frayer un. Si le ciel et terre ne me tolèrent pas, je vais bouleverser l'univers. Puisqu'ils veulent ma mort, je vais lutter contre eux avec ma vie et de toutes mes forces. Aussi, j'entends un accent gaulois: tu ne veux pas changer le monde? Moi, je vais essayer. Cette déclaration me rappelle le fameux vers de Rimbaud: changer la vie. Ou encore: on n'est pas sûr de gagner en se révoltant, mais si on n'ose pas se révolter, on perd sûrement. Neuchâtel me touche également par son humour. Premièrement, par des canulars. Au banquet céleste, Neuchâtel ajoute du piment et du vinaigre aux sauces fines. Les immortels en pleurent à chaudes larmes, perdant leur face. L'enfant démon marche exprès sur le banc d'une fée qui se renverse, quatre pattes en air
L'enfant démon reste là, innocent et perplexe, comme si de rien n'était. On déconstruit ainsi la sonalité suprême, ce qui résonne autrement dans notre cœur. Deuxièmement, Maître Treillis est physiquement très gros et d'apparence vulgaire. L'image traditionnelle qu'on lui attribue est plutôt maigre et élégante. Ce contraste fait beaucoup rire les spectateurs chinois. De plus, Treillis parle mandarin à la sichuanaise, en utilisant des dialectes tout comme Eugène Sue ou Zola introduisent le parler populaire dans la littérature française à la fin du XIXe siècle. On fait appel à l'expression et à la posture saugrenue des immortels, notamment du maître Treillis. Rien en lui ne ressemble à maître. On dirait un de finesse chinois. Neuza éteint le feu samedi par son urine. Ce geste me rappelle une phrase de Queneau. L'humour est une tentative pour décaper les grands sentiments de leur bonnerie. De surcroît, l'humour de Jiaozi, le réalisateur, est soutenu par l'optimisme et la gaieté gauloise. La Dame Pierre est un personnage charmant, pure, sincère et confiante en sa beauté. Elle est en même temps consciente que derrière une montagne, il y a encore une montagne plus haute. Au compas, elle prend ses jambes à son cou quand l'adversaire est plus fort. À propos de sa physionomie, elle déclare joyeusement « La beauté, ça me reste encore un peu. Ça va. Conservons une montagne joliment reboisée, on aura de quoi faire de la cuisine. Les arbres et les herbes sont du combustible. » On pourrait dire que l'humour est l'un des ressorts du succès de ce film, mais ce n'est pas la seule raison qui a fait de Ne Zha 2 une nouvelle légende au box-office. Dès le début, le film et la littérature communiquent et se nourrissent mutuellement. Dans Ne Zha 2, le réalisateur a fantastiquement développé le réalisme français. Commençons par le contexte et la définition. Le réalisme français provient du latin au sens de chose. Il s'étend de 1850 à 1880 comme une réaction contre le romantisme. Cette école littéraire présente les caractéristiques suivantes. Peindre les choses réelles, refléter la vie telle qu'elle est dans sa diversité et ses aspects les plus ordinaires. Le goût de l'observation précise, le souci de l'exactitude et de la documentation, la recherche de l'objectivité, de l'impersonnalité, le culte de la forme et du travail impeccable. Le dernier point est souvent négligé ou ignoré par les chercheurs et lecteurs chinois. Il constitue néanmoins le repère brillant du réalisme français. De cette approche, Flaubert donne 11 versions pour le début de l'éducation sentimentale. Ne Zha 2 est réaliste dans la mesure où les masques, les armes, les décorations sont confectionnés selon les modèles réels de l'archéologie. Enfin, de restituer fidèlement l'histoire, ou selon le paysage naturel réel. L'armure de Li Jing est peinte en vertu des coffrages sur le bronze des dynasties des Shang, datant de 3000 ans. Les masques des animaux gardiens proviennent des modèles du musée Sanxingdui. L'école de Chentang
reproduit les beautés pittoresques des Trois Gorges. Le réalisateur est réaliste dans la mesure où, comme Flaubert, il cherche sans cesse à peaufiner et à perfectionner son œuvre. Il surveille en personne le processus de la production cinématographique. Il a joué le rôle de 70 des personnages du film avant de les fixer. Dans ce monde qui tourne sans cesse sur une orbite, il existe des vibrations libres et des tabous et des contraintes. Ce n'est pas facile de dire les choses telles qu'elles sont. On doit prendre des détours. Ainsi, Blaise Chenkompo en vue déclarer une situation sociale embêtante. Pour devenir chien, je fais des centaines d'années d'efforts. Mais ça ne vaut pas un coup de piston donné par une relation ou une grosse tête. Ou encore, de nos jours, en haut comme en bas, le préjugé au cœur s'élève comme une montagne. Quelques efforts que tu fasses, on ne peut pas la déplacer. Certaines situations délicates sont profilées ou suggérées par des éclats de rire, des grimaces, des exagérations, des bouffonneries et des transformations dites gargantuesques. Néanmoins, et en fin de compte, la littérature a besoin de contraintes. Le célèbre poète moderne chinois Wen Yitou a bien dit « L'écrivain doit danser avec les menottes et les fers. » Sans les tabous imposés par les relations intimes entretenues avec le prince détrôné, le rêve dans le pavillon rouge serait à coup sûr moins fascinant. La littérature française possède aussi ses menottes et ses fers. Ce sont le classicisme qui pose des règles en faveur des expressions claires, justes et concises. Un jour, on demande à Valérie qui est le plus grand écrivain français. Le fameux poète répond « Hélas, ça doit encore être Victor Hugo ». Le « hélas » sous-entend, si Hugo bénéficiait un peu plus des contraintes du classicisme, il aurait produit des meilleures pièces poétiques. Pour traduire ces 100 poèmes, j'avais survolé l'ensemble de ce texte poétique. Une fois dépassant 50 vers, son poème, très souvent, se gonfle, semé de vaines répétitions et de redondances fâcheuses. Henri Michaud a publié un recueil poétique intitulé « Passage ». Dans la vie, dit-il, beaucoup de choses ne passent pas. Il faut court-circuiter. Il faut bifurquer. Il faut pratiquer l'exorcisme. Tout comme ce qui se passe dans Neuza 2. De passage en passage, on aboutit au paysage extraordinaire. Ainsi, Oping devient le symbole du bien et de l'amitié. La nouvelle image nous séduit plus que l'ancien modèle. Neuza Démon est transformé en un héros qui libère une ville et débarrasse quelques mauvais éléments du ciel. En contournant des choses trop lourdes, des sujets trop sensibles, Neuza 2 a le mérite d'avoir marié la littérature sérieuse et le loisir léger et d'attirer des centaines de millions de spectateurs. L'extraordinaire résurgence du mythe ancien de Nezha sur les écrans contemporains nous amène à nous interroger sur les mécanismes de réinterprétation des classiques traditionnels. Le réalisateur Jiao Zi a lui-même affirmé que la mythologie chinoise est une véritable mine d'or pour le film d'animation. Pour l'avenir de l'exportation de cette mythologie, quelles expériences peut-on tirer de l'exemple de Nezha 2 ? À mes yeux, le mythe
est le gène d'une nation, le ADN d'un peuple. Vieux de 2 ou 3 000 ans et davantage, il demeure toujours vivant. Sa splendide résurrection demande pourtant un support et un souffle. Côté support, Neuza II maîtrise parfaitement les techniques avancées de l'art d'animation, renforcées par une performance niveau mondial. En poursuivant ses efforts, Jiaozi pourrait détrôner Miyazaki Hayao et faire rayonner davantage les gènes orientaux. De son côté, le souffle est nourri par l'esprit d'ouverture et l'alliance internationale. La biologie nous apprend. Les gènes sont plus dynamiques lorsqu'ils s'associent avec d'autres gènes, éloignés au mieux. Sinon, c'est le sommeil assombri et lamentable. Neuza II s'épanouit grâce à ses généreuses alliances avec les gènes d'autres cultures. La terre est ronde comme une orange, bleue comme notre regard du premier temps. Habitants que nous sommes sur la planète, il ne faut pas trop opposer l'Orient et l'Occident sur le plan culturel. À l'extrémité de l'Orient, c'est l'Occident et vice-versa. Les patrimoines culturels de deux côtés sont universels, destinés à partager. On évite au cas où certains éléments nous aliènent. Tout est bon si l'on veut mieux vivre sur cette globe. Il s'agit là d'un des charmes majeurs de Neuza II qui possède une vision brillamment cosmique. Avec le professeur Tu Qinggang, nous avons exploré ensemble comment Nezha, ce héros révolté de la mythologie chinoise, dialogue avec les idées des Lumières françaises, des existentialistes et même du réalisme. Nous espérons que cette conversation entre les cultures vous a inspiré autant qu'elle vous a enrichi. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures culturelles.